beaucoup. Ce soir, nous accueillons Laurent et Steven des équipes de chez Google pour nous présenter la librairie ORTools. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont déplacées en présentiel et merci aux gens qui sont en ligne. Du coup, vous avez... Donc, bonjour à tout le monde, bonsoir. Donc, le thème, ça va être plutôt centré sur la détournée de véhicules, on appelle le routine du billet. Donc, je vais présenter d'abord la librairie, enfin, la suite, on va dire, ORTools, qui est un package qui est hébergé sur Google, qui est une copie, un export de nos librairies internes. C'est les outils qu'on utilise en interne. Juste pour aussi situer ça, et après je vous présenterai trois manières de faire du routing. Une simple et commerciale, une moins simple et adaptée, et une pas simple du tout, mais plus extensible. Comme ça, vous aurez le choix, et ce sera les prix. Voilà, je vais vous le demander. Steven va en présenter une bonne partie, et une petite partie. Donc, ORTools, donc la recherche à Google, ça a commencé il y a 18 ans. On est à peu près une cinquantaine. L'idée, c'est d'utiliser Google. On fait deux choses, on fait des outils, on fait des applications. Et il y a d'autres équipes, partenaires, un peu plus spécialisées, on va dire, à travers. C'est principalement basé à Paris, puis Cambridge, puis Mountain View, Sunnyvale, la Californie, puis ici. Donc, on parle de quoi? On parle d'optimisation combinatoire, parce que si on parle de recherche opérationnelle en général, il y a un gros bouquin qui est très large, qui s'appelle Recherche opérationnelle, ORMS, Management Science, et l'optimisation discrète, c'est 2 chapitres de ce bouquin. On s'appelle une équipe de héros, mais en fait, on fait 2 chapitres de ce bouquin. Et donc, on parle de discrète, donc on a plusieurs technologies, la programmation linéaire, la programmation linéaire entier ou mixte, les solvers SAT, les solvers de contraintes, le routing et les algographes. Et donc, ça, c'est ce qui fait partie de la suite, sachant que pour la programmation linéaire et la programmation linéaire en entier, on a des outils internes qu'on exporte dans ORTools et on intègre des outils third party, donc Skip, Eyes. On peut parler à Express, on peut parler à Gurobi par défaut. On utilise CoinOR qui est plus tellement développé, mais qui était important il y a dans le passé. Et donc voilà, donc tout ça c'est l'offre qui est gratuite. La licence c'est une Apache, donc vous en faites ce que vous voulez. Ça c'est pratique, c'est très utilisé. Très utilisé. Pendant longtemps, l'application principale c'était le routing. Et donc, c'était 75% du trafic. Je veux dire, principalement hors monde occidental. Donc, c'est utilisé en Europe, aux US, au Japon, mais c'était extrêmement utilisé en Inde, en Afrique, en Malaisie, en Indonésie. Il y a une mailing list, je voyais les gens qui parlaient, je voyais leur adresse mail. Énormément de petites startups ou de petites boîtes qui font soit de la livraison, soit du taxi, soit, mais principalement de la livraison, et qui utilisent ORTools. Après, les grandes boîtes l'utilisent, un peu, beaucoup, ça dépend, mais c'est très utilisé. Plus récemment, donc, il y a eu un mélange de deux choses, du solver CP, comme solver contraint, du solver SAT, ça c'est solver booléen, qui est très performant et qui attire beaucoup et des entreprises et de la recherche. Maintenant, je dirais qu'un peu plus de la moitié du trafic, c'est sur CPSAT et le reste, c'est du routing. Il y a d'autres choses, le LP, le MIG, mais c'est des technologies plus simples et il existe d'autres packages qui les exposent. Donc, c'est pas quelque chose qu'on
spécialement pour lequel on se bat. On fait ce qu'il faut parce que nous, on en a besoin en interne, en externe, mais les outils qu'on développe de manière active, c'est CPSAT et donc je disais, c'est tout sur un page, c'est tout en C++, c'est emballé en .NET, en Python, en Java. Ça utilise les solvers externes. Ça utilise tous les systèmes de package natifs de Java, Python, PyPy, Maven et de Git pour C#. Un petit mot sur la répartition. Il y a 10 ans, c'était un tiers de Java, un tiers de .NET, 20% de Python et le reste en C++. Maintenant, c'est 25% de .NET, 60%, 70% Python, plus de Java, peut-être par les bouillants qui en font. Et j'ai aucune requête. C'est-à-dire que les projets sont stables, ils ne sont pas développés, ils tournent. Je sais que ça tourne, mais ils ne montrent même pas de version et le reste, c'est du C++. Et donc, principalement du le support, pas grand-chose, voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur le Python, on a un peu de Julia, ça c'est très niche académique, mais c'est des passionnés, donc c'est une communauté qui est très active. Et du Go, du Node, Node.js, JavaScript. Mais là, on n'a pas de paquet nous-mêmes, c'est des gens qui font des. Donc, la problématique, c'est le routing. Et je passe à Steven. Donc, comme disait Laurent, des solvers disponibles dans RTools, c'est des solvers de routing. Pour parler de routing, d'abord, on a parlé du problème de routing. Le problème de routing, c'est assez simple. Imaginez que vous avez 1000 colis à livrer demain. Vous avez un certain nombre de véhicules. Comment vous y prenez? Il se trouve que pour ce genre de problème, vous allez avoir beaucoup de considérations à prendre en compte. Des considérations de temps, de distance, de capacité des véhicules, ce genre de choses. Dans l'académique, il y a certains problèmes qui sont très connus, très spécialisés. Le TSP. TSP, vous supposez que vous avez juste une personne qui va visiter un certain nombre de sites, il peut le faire tout seul, et on prend juste en compte la distance parcourue, on essaie d'optimiser la distance parcourue. Alors qu'on a des problèmes très simples comme ça, on arrive à monter à des tailles énormes. Je crois que les records sont à plusieurs millions aujourd'hui. Mais ça ne marche. C'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est les records de problèmes trouvés optimaux. C'est-à-dire on trouve la meilleure manière possible existante de faire la tournée. Mais quand, au fur et à mesure, qu'on rajoute des contraintes de la vie réelle, ça devient plus difficile. Par exemple, dans les problèmes académiques, ce qui est étudié, c'est le CVRP, c'est un problème où les véhicules, en plus, ont une certaine capacité, ils ne peuvent pas embarquer trop de colis. Le CVRP Time Window, donc fenêtre de temps, certains colis sont disponibles ou peuvent être livrés pendant une certaine fenêtre de temps. Donc là, il faut aussi jouer avec combien de temps on met pour aller d'un point à un autre. Le PDP Time Window, c'est Pick-up and Delivery Time Window. Donc, on va devoir non seulement visiter les endroits, mais aussi dans un certain ordre. Donc, on va devoir prendre un colis, charger un colis dans son camion pour le décharger après à un autre endroit. Il faut imbriquer ces pick-up and delivery. Donc, vous voyez que plus on rajoute de contraintes, plus les problèmes ont des noms bizarres et alambiqués. Du coup, je n'ai pas compris ça. Il y a plusieurs véhicules qui travaillent ensemble dans la chaîne. Non, c'est le même véhicule. Le même véhicule doit prendre un colis, faire sa route, faire d'autres visites, ouais, et décharger le colis plus tard. C'est pas une nouvelle livraison. Alors, la livraison simple, c'est tu prends un entrepôt, tu pars de l'entrepôt chargé et tu vas tout livrer. Ouais. Là, tu vas se charger au fur et à mesure de la route. Charger et décharger. Ah, d'accord, du coup, il y a plusieurs entrepôts partout, en plus de plusieurs livraisons partout. Voilà, c'est ça. Des entrepôts, ça peut être des entreprises faire courrier, de certaines choses. Les académiques aiment bien les PDP, donc les Pick-up and Delivery, où
on peut charger et décharger à n'importe quel endroit. C'est-à-dire qu'on suppose que les entrepôts sont disséminés dans une ville et que les endroits de location sont disséminés, ils aiment bien. Mais en vérité, ce que nous, on voit beaucoup, c'est on a un dépôt central, on va livrer, après on doit revenir pour recharger, parce qu'on a une autre contrainte de capacité. Donc on revient pour recharger, pour se mettre au maximum, puis on va livrer, puis on revient, puis on va livrer. Et du coup, là, il y a plus de généralité et du coup, supposer c'est quasiment symétrique. Le rôle d'un client, c'est quasiment comme le rôle d'un entrepôt. Mais oui, dans le modèle académique, oui, c'est vrai. Par contre, dans les modèles réels, non. Oui, bien sûr. On fait de la livraison à partir des entrepôts. Voilà, donc nous, ce qu'on voulait, parce qu'on travaille avec des vrais clients, c'est généraliser, augmenter les capacités du solver à comprendre les contraintes de la vie réelle. Une petite illustration pour que vous voyez ce que peut donner une solution. Une solution, par exemple, vous voyez chaque route a une couleur différente, puis vous pouvez voir un certain ordre dans lequel les visites sont effectuées. Donc, vraie carte Google Maps. Retourner, je ne sais pas. Je pense que c'était des données inventées, ça. Alors, premier niveau, je parle de GMPRO. Donc ça, c'est la première offre dont parlait Laurent, une offre commerciale où justement on se propose de nous, Google, fournir des données de durée, de distance, de localisation des visites, pour que vous n'ayez pas à donner vous-même vos données. Vous ne savez pas combien de temps ça prend pour aller d'un point à un autre dans la ville. Google Maps se propose de fournir les données. On a cette offre-là qui a des choses, qui a des contraintes plus ou moins compliquées. Donc il y a les classiques. On a des problèmes, on ne fait que aller chercher des colis chez les gens, ou on ne fait que livrer des colis chez les gens. On a ce dont je parlais, là, le chargement pick-up and delivery, là où on va charger, décharger. Les autres classiques dans les contraintes qui existent, c'est les capacités. Donc, nous, on peut admettre n'importe quelle quantité de capacité. Vous pouvez imaginer le volume, un volume limité dans votre camion, le poids. Qu'est-ce qu'il y a de typique? Les palettes. Si vous avez des gros camions que vous chargez des palettes, donc des nombres de palettes, simplement le nombre de visites. Peut-être que vous voulez limiter le nombre de visites qui sont effectuées par un camion. Donc voilà, on propose ça. On propose un nombre arbitraire. On va avoir des fenêtres de temps pour les. Donc, oui, on fait une distinction entre ce qu'on appelle les shipments, qui sont les paquets, et les visites. Les visites, c'est un paquet, on peut en faire une première visite, on va le charger, une deuxième visite, on va le décharger. Donc, un pick-up ou un delivery, ou les deux. Et donc, chacune de ces visites peut avoir des fenêtres de temps. Ça, c'est un classique. Les gens veulent être livrés dans l'après-midi. Le dépôt n'est ouvert que de telle heure à telle heure. On peut mettre des fenêtres sur les véhicules aussi. Classique aussi. Les coûts, on a les coûts classiques du monde académique, le coût sur la distance, le coût sur la distance, c'est pas la distance, le temps en conduite, le tout sur le coût sur le temps total, y compris les temps d'attente, parce qu'on commence à avoir des fenêtres de temps, si on s'y prend mal, on attend avant d'aller chercher ou de livrer quelque chose. On a d'autres choses un peu plus compliquées. On peut avoir des alternatives, c'est-à-dire qu'on peut choisir de livrer à un endroit ou à un autre. Par exemple, si on a plusieurs entrepôts identiques qui vont chercher, par exemple, de la nourriture, on peut dire qu'on veut livrer une boîte de patates d'un supermarché ou d'un autre supermarché vers le client. On peut choisir, le sauveur peut choisir lequel. Classique, encore une fois, il se peut qu'on ne puisse pas livrer tous les colis et qu'on doive en éliminer certains. Et dans ce cas, on va avoir une pénalité pour choisir une priorité sur les colis. Ce truc-là qui est très joli, l'énergie des véhicules, c'est quelque chose qui prend en compte, on appelle ça l'énergie, parce que ça prend en compte une capacité, par exemple un poids.
quand un véhicule a un certain poids sur lui qui se déplace d'une certaine distance, on prend le produit de ce poids total fois la distance, et c'est une espèce d'énergie. Et donc, au fur et à mesure qu'il se vide, ça baisse. Ça descend, et puis on regarde l'air sous la courbe, on peut mettre en coût proportionnel à cet air sous la courbe, ou alors sur une partie de cet air qui dépasse un seuil, ou juste qui est en dessous. C'est vrai pour les électriques. Ça, c'est bien apparu. Il y a d'autres applications. On trouve toujours des applications étonnantes aux différentes contraintes qu'on rajoute. Par exemple, celle-là, si vous mettez juste un coup, donc il y a deux coups séparés. Il y a un coup sur l'énergie, vous imaginez cette courbe d'énergie. Vous pouvez il y a un seuil, vous pouvez mettre un coup sur ce qui dépasse du seuil et un coup différent sur ce qui est en dessous du seuil. Vous mettez juste un coup sur ce qui est en dessous du seuil. Vous pouvez dire, OK, maintenant mon énergie, je compte le nombre de paquets que j'ai sur mon camion et je veux minimiser le nombre de kilomètres sur lesquels je roule à vide. Et on peut compter ça. On peut dire que si on met un coup sur le nombre de kilomètres roulés à vide en utilisant ce truc-là. Donc, il n'y a pas que on appelle ça énergétique, mais avec toutes ces features, on peut faire des choses assez étonnantes. Il y a un truc qui venait juste avant l'énergétique, dans le temps du développement. On a d'abord commencé par faire des capacités molles. C'est-à-dire que plutôt que de dire mon véhicule est limité à exactement 35 tonnes, par exemple, des fois, l'utilisateur ne sait pas exactement combien pèsent ses colis, combien pèsent ses palettes. Et on peut mesurer quelque part le risque et dire, OK, j'ai un maximum de 35 tonnes, mais si on peut faire en dessous de 30, ça serait probablement mieux, moins risqué, on a moins de risque de dépasser notre capacité. Application, qu'est-ce qu'on a d'autre comme contrainte terminaux multiples, un paquet peut être livré, je sais pas, entre 8h et midi, puis 14h, 18h. Je passe mon temps sur ce slide, mais il y a beaucoup de choses à raconter. Les soft terminaux, on peut être plus ou moins en avance ou en retard. Donc on peut vouloir pénaliser si j'arrive trop tôt, si j'arrive trop tard. On peut avoir plusieurs types de véhicules dans le même problème, avec des coûts différents selon la distance, le temps passé ces véhicules. Une liste infinie de features, je ne vais peut-être pas tous les faire en détail. On peut dire que certaines visites ne peuvent être effectuées que par des véhicules particuliers qui ont une compétence ou une autre. On peut même rajouter un coût pour. Donc ça c'est la version douce, la version soft d'autoriser un véhicule à faire un shipment. On peut dire OK, on peut le faire, mais avec un coût supplémentaire. Je sais pas si je vais pas continuer sur les deux features, mais bon, on a encore d'autres choses à faire. Par exemple, je vous ai dit que nous, on fournissait la matrice de distance. Donc, si vous voulez rajouter des coûts qui dépendent de la distance, ça peut être compliqué parce que vous n'avez pas en entrée la matrice de distance. Ben, on vous permet d'interdire que la distance d'un point à un autre soit trop grande. Sinon, on ne veut pas faire cette étape, on veut interdire certains déplacements ou mettre du coup dessus. Voilà, ce genre de choses. Juste, vous parlerez des entrées-sorties ou pas? Les entrées-sorties. Comment les utilisateurs de votre système saisissent leurs camions, les dossiers des camions et puis les colis qui doivent être délivrés, les dimensions des colis, j'en sais rien. Et puis ensuite, comment le système en output donne des feuilles de route à chaque camion, à chaque livreur, etc. Enfin, ce qui rend opérationnel le système. De JSON. Comment? C'est un JSON en entrée, un JSON en sortie. D'accord. Et la structure est donnée. D'accord. Décrit. Ok. D'accord. C'est un site web, enfin, c'est un appel web. Ok. Et oui, grosso modo, vous fournissez juste le positionnement GPS. Le positionnement GPS ou l'adresse, oui. Et ça peut vous donner,
ont sorti l'ordre de livraison, l'heure à laquelle il faut commencer, l'heure à laquelle il est prévu qu'on fasse chaque visite. Il y a beaucoup d'autres informations. En gros, c'est ça. Il dit aussi l'ordre à laquelle il faut charger, du coup, pour les Oui. livraisons. Oui, c'est ça, C'est une visite. Le chargement, c'est une visite. Donc, on a l'heure à laquelle. D'accord. Non, mais par exemple, pour le chauffeur qui doit charger son camion, ça lui dit dans quel ordre les paquets doivent être mis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a aussi ça aussi. Oui. De mettre les premiers, ils sont les derniers au fond et les premiers, les premiers devant. En général, on fait ça, oui. Donc, comme vous avez l'ordre dans lequel les visites sont effectuées, oui. Vous pouvez calculer l'ordre, enfin, le positionnement dans votre camion. D'accord, c'est justement les loading policies qui sont à l'écran, là, non? Alors, le loading policy, c'est encore autre chose. C'est quelque chose où on peut interdire de certains ordres de livraison. L'ordre de livraison doit dépendre de l'ordre de chargement. Oui. Donc, imaginez que vous avez l'IFO, c'est vous avez une grande pile, la Steam First Out. La dernière chose que vous avez livrée, vous devez la charger. Donc vous pouvez mettre ce genre de contraintes. Typiquement, les gens ne mettent pas l'IFO, FIFO. Je l'ai pas vu beaucoup dans les requêtes utilisateurs. En tout cas, celles qui nous ont été communiquées. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Les véhicules break, légalement, on n'a pas le droit de. Par exemple, en Europe, on n'a pas le droit de conduire plus de. C'était 8h45, 9h par jour. Et il faut faire des pauses au milieu de la journée. Donc on touche au temps. Il faut contraindre les visites à laisser un espace, du temps pour que le livreur puisse faire sa pause. Donc il y a quelques features autour de ça qui permettent de fixer, de donner une plage horaire pendant laquelle le livreur doit faire sa pause. Un maximum aussi, parce qu'on ne doit pas rouler, par exemple, pendant plus de 4h30 avant d'avoir fait une pause de 45 minutes. Enfin, c'est les règles en Europe. Il y a d'autres règles aux États-Unis, en Australie, au Canada. Voilà. Et si c'est pas des livraisons avec installation, vous êtes capable, par exemple, de gérer en fonction de ce qui est livré, je crois, d'Arty qui va livrer entre livrer une télé et livrer une machine à laver, le temps d'installation peut-être pas le même, j'en sais rien. Vous pourriez intégrer ce genre de contrainte. J'en ai pas parlé. Chaque visite a une durée. D'accord. Donc vous pouvez dire, j'estime que la durée sera de 45 minutes. Beaucoup de slides, je ne vais pas passer trop de temps. On a aussi des contraintes entre les visites. Vous pouvez dire qu'il faut faire d'abord, je sais pas, d'abord amener le frigo chez quelqu'un avant d'appeler l'électricien qui va relier le frigo. C'est un mauvais exemple. Et on peut mettre des ordres, des précédences, ça s'appelle en recherche opérationnelle. On peut mettre des contraintes de précédence entre les visites. On dit que les visites elles-mêmes doivent être faites dans un certain ordre, potentiellement par plusieurs véhicules. On peut aussi dire que dans le même véhicule, on interdit par exemple de transporter des objets sales avec des objets propres. Ces choses-là sont compatibles, on ne doit pas faire les deux en même temps. Ou alors on ne peut pas faire l'un après l'autre. On peut pas mettre. Ou alors si on fait celui-là, proprement ça. Mais pardon, les produits. Ça, c'est les incompatibilités. Pardon. Donc, on peut avoir des choses qui ne sont pas compatibles sur la même route, soit en même temps, soit avant ou après. Soit si on a fait l'un, on ne peut plus jamais faire l'autre sur la même route parce qu'on est obligé de passer, de faire quelque chose, une modification, de laver le camion tout simplement. Donc, on a ce genre de contraintes. Tout à faire. C'est un meilleur exemple. Voilà. Donc, oui, pardon. C'est possible de faire une question. Est-ce que vous prévoyez des risques, par exemple, si il a un chargement qui est très lourd, à une vitesse très élevée, est-ce que vous arrivez à prédire ou dire attention, il peut avoir un potentiel risque d'accident ou quoi que ce soit? Est-ce que ça c'est
Ce serait mettre une contrainte sur l'énergie, du coup. Avec la vitesse, c'est compliqué. Il y a deux choses. Le risque principal qu'on a géré, c'est les embouteillages. C'est quoi? Les embouteillages. Embouteillage. C'est la question fondamentale, c'est l'embouteillage. C'est pour ça qu'on a des contraintes un peu d'une part sur les durées, ça, sur les distances. Ouais. Parce qu'une contrainte, une requête qui arrive souvent, c'est je veux visiter le plus loin tout de suite. Parce que quand j'ai fini, je sais que je suis proche de la base. Ou alors, je veux limiter le diamètre de ce que je vais faire. Je ne veux pas des routes trop étendues. Parce que si ça merde, c'est compliqué pour un cabriolet d'aller chercher. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui sont en fait des choses cachées, de mitiger le risque, que finalement, après la vitesse, je dirais, c'est la responsabilité du camion. Oui. Mais beaucoup de choses sont vraiment. Les requêtes principales, c'est l'équité entre les chauffeurs. C'est livré, bien sûr, tout à temps, évidemment. Mais la deuxième question après, puis une fois qu'on a une solution naïve, la deuxième question qui arrive après, c'est l'équité entre les chauffeurs. Souvent, on a des chauffeurs qu'on paye et des chauffeurs extra. Donc, on veut que les chauffeurs qu'on paye soient payés et de manière équitable, et que les chauffeurs extra, on les minimise ceux qu'on les utilise le moins possible. Et après, la robustesse de la route par rapport un peu crevé, comment réparer une livraison. Donc, il y a plein de façons opérationnelles assez créatives, vu de la personne qui le fait manuellement, dire, OK, là, moi, je vais minimiser ma perte maximale. Juste Du coup, les mises à jour, du coup, c'est dû à chaque instant, du coup, ou ils font généralement, enfin, quand ils font une tournée pour s'ils font la veille, ils font tous les tournées, après, l'autre jour, enfin, le jour suivant, ils font plus rien. Enfin, vous, ici, c'est une solution qui se met à jour tout le temps en fonction du trafic. Là, j'ai pas utilisé, mais j'imagine qu'on peut faire. Il y a eu un temps où on faisait du pur online. Là, par contre, le solver est suffisamment rapide. On part des problèmes, on peut les résoudre avec de très bonnes solutions en 10 minutes. Donc, quand un client prend a fait l'inventaire de ce qu'il y a dans son entrepôt à livrer pour la journée et envoie les routes à ses chauffeurs, si jamais il y a une mise à jour à faire, ça peut être fait par un appel. Le scénario typique, c'est le client reçoit des paquets pendant la nuit. Le matin, il doit envoyer les routes à ses chauffeurs. Donc, avant, par exemple, une heure avant, il peut lancer le solver, avoir une solution en 10 minutes. En français, le dispatcher, je parle anglais, désolé. Le dispatcher regarde les routes et regarde si ça convient. Parce qu'il y a toujours des petites contraintes, des petits trucs qui ne sont pas dans la librairie ou des préférences qu'on n'a pas insérées. Et qui regarde si ça convient, puis il envoie ses ordres. Ensuite, souvent, pendant la matinée, il y a d'autres colis qui vont arriver. Et comme je disais au début, les clients, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils se remplissent, ils vont livrer, puis une fois qu'ils sont vides, ils reviennent, ils se remplissent, ils vont faire ça, en général, milieu de journée, une fin de matinée, ils reviennent. Il y a des nouveaux colis qui sont arrivés, ils doivent être insérés dans le plan pour l'après-midi. On était tout à jour en même temps. Du coup, à chaque fois qu'il y a des petits commandes en plus, tout se remet à jour. Il n'y a pas besoin de le faire en même temps, en fait. Mais en tout cas, que ce soit prêt quand les reviennent. chauffeurs. C'est tout par rapport à la question de logistique. Si jamais il y a des embouteillages, si jamais il y a des notifications, s'il y a un embouteillage et des solutions à jour, ils vont derrière. Non, alors ça, c'est à côté. Je veux dire, il y en a aussi des outils géo pour gérer le suivi des camions, le suivi des colis. Google Géo, GMP, pardon. Google Maps Platform. Mais nous, on s'en occupe pas. Nous, tout ce qu'on fait, c'est on a des paquets à livrer, on a une flotte de véhicules, voilà où sont les véhicules, voilà où sont les paquets, voilà toutes les contraintes, et on résout ce problème. Après, c'est aux utilisateurs d'amener leurs données. Juste, vous n'avez pas d'équité des chauffeurs en debout, ça veut dire quoi?
mais globalement, souvent, ils peuvent être payés. Alors, soit Je parle des chauffeurs internes, mais tout par exemple, enfin, des salariés. Quoi. mais disons qu'on ne veut pas qu'un chauffeur travaille 1 heure et qu'on travaille 8 heures. D'accord. Et s'ils sont payés à la tâche, ils soient payés à peu près la même chose. Ok. Ou que quelqu'un ne se prend pas à la route de montagne et une bord de mer. Ok. Et les contrats sont variés, mais globalement, surtout avec dans la partie que je vois moi, parce que je ne m'occupe pas de GM Pro, mais par contre, je m'occupe beaucoup du support de Tools. GM Pro, c'est à part, Tools, la routine library fait partie de Tools. Et donc, je vois les retours des clients, et là, ils installent, ils prennent les exemples, ils codent leur première version, et après, la requête d'après, c'est de mettre un peu d'équité entre chaque où je peux minimiser le risque de non-livraison. Et pour l'équité, ça va être, c'est pas dans la présentation, mais il y a des coûts. Un coût typique, on peut avoir des coûts soft, par exemple, à partir de 7 heures de conduite, on peut dire qu'on paye plus cher l'heure supplémentaire pour les chauffeurs. Ça a tendance à tasser ceux qui sont au-dessus de 7 heures et à ramener, et à bouger ces colis-là sur des chauffeurs qui sont en dessous. On peut avoir un coût linéaire sur le dépassement. On peut aussi avoir un coût quadratique pour automatiser. Donc là, le coût, c'est le nombre d'heures au carré fois le coût quadratique. Et ça permet de balancer si on ne connaît pas exactement la charge totale des chauffeurs. Donc, ce dont je viens de vous parler, c'est GMP Route Optimisation, donc Google Maps Platform Route Optimisation. Vraiment. Derrière, pour implémenter les requêtes, donc je vous ai dit qu'on a des données de Google Maps, de Géo. On a tout un pipeline qui s'occupe de résoudre des problèmes, donc qui utilise ORTools, la routine librairie de ORTools, pour résoudre ces problèmes, une fois qu'on a les données. Géo ne fait que de donner des données, enfin, donner des matrices de temps et diverses choses. Vous n'allez pas le voir venir. Mais le reste, ce dont je vous ai parlé, les contraintes, les coûts, ça c'est dans la routine librairie. Donc ça c'est disponible dans ORTools. Donc on a cette librairie qui fait que du routing, qui est prévue pour faire du routing. C'est une librairie qui est faite avec un mélange de local search et de programmation par constraint, de constraint programming. On peut faire ce dont je vous ai parlé, donc le Rich Vehicle Routing, donc le véhicule routing où les académiques mettraient une suite de sigles infinis pour décrire tous les sous-types de problèmes qu'on peut faire. Comme je vous l'ai dit, donc comme on peut gérer avec le même outil toutes ces contraintes en même temps, c'est très souple. On peut mettre un énorme paquet de contraintes sur le même problème. En général, ça marchera. La librairie elle-même est codée en C++. Et on peut y accéder avec une interface en Python, Java, C#, probablement Julia, .NET. Je ne sais pas si, oui, si tu m'as fait Julia. Probablement, c'est un fan. Alors, pour faire ça, il y a quelques. C'était la version simple. Maintenant, la version un peu plus bas niveau, à laquelle il faut penser. Il y a plusieurs morceaux pour décrire un problème de routing avec ORTools. Il y a un index manager. L'index manager, c'est quelque chose qui transforme, on va dire, des nœuds, des choses logiques en quelque chose qui peut apparaître en lieu. On peut dire ça. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs paquets qui sont au même lieu. Vous pouvez avoir plusieurs véhicules qui commencent au même endroit. Donc, le Routing Index Manager, c'est un objet qui permet de faire cette traduction. Vous avez le routing model dans lequel vous mettez
vous mettez les contraintes, les coûts dont je vous ai parlé, et ce que vous devez fournir et qui n'est pas fourni, qui est fourni dans GNPRO par Google Maps, ce que vous devez fournir, c'est des callbacks de transit. Donc vous devez dire combien de distance il y a entre deux points, combien de temps il y a entre deux points pour un véhicule donné. Donc les transit callbacks, ça parle de lieu, mais vous avez des véhicules. Donc on a ce petit helper là, le Routing Index Manager, qui permet avec les transit callbacks de grosso modo d'écrire combien de temps il y a d'un point à un autre, combien de distance il y a d'un point à un autre. Ensuite, pour utiliser ça, on a une notion trois notions de transit, de cumul et de slack, qui sont utilisées de façon très versatile pour décrire à la fois les quantités du type le poids, donc le poids d'un shipment, le volume, le nombre de palettes, le nombre de quantités un peu unaires, on va dire, qui sont propres à chaque visite. Mais ça peut aussi servir à décrire des quantités binaires, donc d'un endroit à un autre. On va d'un endroit à un autre, combien de temps ça prend, combien de distance ça prend, ça c'est le transit. Le cumul, ça sert à modéliser, à suivre quand un camion a fait une visite, combien de poids il porte sur lui. Notre cumul pour dire quelle distance il a parcouru, quelle heure il est, donc le temps. Et vous pouvez avoir du slack. Donc, imaginez quand vous faites une série de visites. À chaque visite, il y a un cumul. Il y a dans la dimension du temps, dans la dimension du poids, dans chaque dimension. Et le slack, ça permet de dire qu'on se donne la liberté d'augmenter ou de diminuer comme on veut. En fait, ça sert surtout pour les temps d'attente. C'est-à-dire qu'on part d'un endroit et qu'on rajoute le temps de transition, on ne va pas forcément faire la livraison dès qu'on arrive. On ne va pas pouvoir forcément faire la livraison dès qu'on arrive. Peut-être qu'il faut attendre que le magasin soit ouvert. C'est une solution faisable, c'est pas optimal d'attendre, mais ça permet de rajouter du mou dans les routes. Donc toujours avec la librairie, on peut faire ce que je vous décrivais dans la partie d'avant. On peut restreindre, donner une dimension de temps et restreindre une visite à être faite dans une certaine fenêtre de temps. Les véhicules, on peut choisir leur capacité. Au fur et à mesure de la livraison, qu'on ne dépasse jamais une capacité. On peut déclarer que deux visites, en fait une paire de visites, que ça, c'est je charge le shipment, un certain shipment et là je le livre. Donc, on peut lier deux visites entre elles. Les disjonctions, c'est ce dont je parlais aussi au début, qui est un peu spécifique, qui est vous avez le choix entre plusieurs points de livraison. Par exemple, vous pouvez livrer quelqu'un chez lui ou à la poste. Vous dites, vous pouvez lier donc, chaque nœud, chaque visite, en disant ces trucs-là sont des alternatives. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Et si on fait l'un, on ne doit pas faire l'autre, on ne peut pas faire l'autre. Une fois que vous avez décrit votre problème, vous devez décrire plusieurs choses. La première chose, c'est une stratégie de première solution. Donc, comment on fait pour arriver à une solution initiale qui n'est pas trop mal. Alors là, les exemples, c'est. Il y a d'autres slides. Je vais peut-être en faire qu'un seul. Non. Donc, pour la première solution, en fait, comment on travaille en local search, on a besoin d'une première solution. Et en recherche opérationnelle, on a montré que la première solution à partir de laquelle on part, meilleure elle est, mais mieux se passe la recherche. Et donc, on a des solutions, là, il n'y en a que 3, mais il y en a une petite douzaine, je pense, des premières solutions. Selon le type de problème, on peut choisir l'une ou l'autre première solution qui va, première heuristique de première solution, qui va essayer de remplir un maximum les routes avec des transitions qui ont l'air optimales de loin. Et
Ce qui se passe, c'est qu'on dans l'exécution, en général, on cherche une première solution, on a quelque chose de pas mal, on va faire de la local search. Donc la local search, on essaye, imaginez que vous avez une solution devant vous, puis vous essayez de l'améliorer, vous allez essayer d'échanger 2 points, vous allez essayer, il y a quelque chose qui n'a pas été fait parce qu'il n'y avait pas le temps, bah, vous essayez de le rentrer à un certain endroit, vous échanger des routes. Je crois que beaucoup de la magie du solver de routing, ça se passe dans la local search et on a mis plein d'idées de comment on peut améliorer une route à la main et rapidement, dans des tests rapides. Donc il y a ça. Et une fois qu'on a épuisé toutes les possibilités, tous les essais qu'on peut faire à la main, on utilise des méthodes heuristiques. Donc ça, c'est le deuxième paramètre important. Les méthodes heuristiques, ça permet de se sortir des optimaux locaux. Donc en recherche opérationnelle, quand on est à une certaine solution et qu'en essayant toutes les petites modifications qu'on peut faire, on n'arrive pas à améliorer la solution, on dit qu'on est dans l'optimum local et on veut sortir de cet optimum local. Donc il y a plusieurs méthodes. Le simulated annealing, c'est l'ancêtre des méthodes heuristiques. Le simulated annealing, ça autorise le solver à remonter dans le coup, donc à faire un changement qui rend la solution plus mauvaise, en espérant qu'il y ait un deuxième changement qui améliore cette solution, qui répare et qui peut-être va faire mieux. En fait, toutes les méthodes heuristiques, c'est un peu le même concept. On va chercher d'une manière ou d'une autre. Donc, simulated annealing, c'est en s'autorisant à remonter dans le coup et en faisant juste ça, en prenant quelque chose au hasard. La taboo search, c'est une méthode heuristique qui s'interdit certaines configurations, qui dit OK, je suis dans cette configuration-là, ça a l'air d'être bloqué, je vais m'interdire de mettre, je sais pas, tel paquet après tel autre paquet. Cet enchaînement de 2 choses là, ça a l'air coûteux. Je m'interdis de le faire. Je prends n'importe quelle solution qui me sort de là et je m'interdis de me remettre dans le même trou du paysage d'optimalité. Guided Local Search, c'est une méthode heuristique qui est assez jolie, qui change la fonction de coût en disant que tel arc que j'ai vu trop souvent, qui est un peu coûteux, bah, je vais l'interdire, non pas en l'interdisant formellement, mais en rajoutant du coût dessus, en le rendant encore pire. Ce truc-là marche étonnamment bien. La plupart des méthodes heuristiques font des choses très simples et qui marchent étonnamment bien. Il n'y a pas de sorcellerie. Ensuite, une fois que vous avez défini votre problème et comment vous voulez résoudre votre problème, vous pouvez mettre des limites dessus. Donc, combien de temps je donne au solver pour arriver à une solution, combien de solutions je veux parcourir. Ça, c'est très utile quand on débug. Vous dites, je veux ma première solution, je veux arriver à 100 solutions, à la 100e par exemple. Vous pouvez débugger vous assurant que si vous avez fait un changement qui est censé garder le même comportement, bah, vous arrivez au même comportement, à la même solution après 100, 1000 essais. Donner une time limite pour la noce, ça c'est un truc un peu je prends donc, oui, bah, je viens de le prendre. Hein. Pour faire un problème de routing, donc, il vous faut des données, il faut savoir combien de temps, quelle distance il y a entre deux et quelle distance il y a entre 2 points. Il faut vous aider du manager pour relier des nœuds logiques, des visites spécifiques à des lieux. Vous rajoutez vos contraintes et vos coûts dans le modèle. Ensuite, vous décrivez comment vous voulez résoudre le problème. On appelle routing solve with parameters. Et ce qu'on en sortit, c'est un modèle d'assignement. L'assignement, c'est quelque chose qui dit après telle logique, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais commencer dans chaque véhicule, je regarde le début du véhicule, qu'est-ce qu'il y a après ça? Après ça, il y a la visite numéro 15B, machin, je vais aller chercher un truc, puis là, je vais en chercher un autre. On va comme ça jusqu'à la fin. Donc l'output est décrit comme ça, à travers une permutation qui représente
permutation qui représente une liste de choses à faire pour chaque véhicule. Et si quelque chose n'est pas fait par un véhicule, c'est une boucle. Parce que là, c'est pas fait. On va parler routing. Ouais, alors on va parler des routines. Donc l'accent, c'est encore plus compliqué et encore plus lent. Donc là, le cluster, c'est très très rapide. La différence entre GMP Aero et la routine Emery, c'est les données, les DGO et toute la décomposition, le fait qu'on peut y donner 200 camions de visites. Donc la routine Emery, si vous donnez 200 camions de visites, ça va être plan. Mais en fait, il y a quand même des clients qui ont des besoins très très spécifiques. Par exemple, des contraintes sur les recharges électriques qui ne sont pas prises par les API, des coûts spécifiques dans certaines situations, des interdits de connexion. Et là, la seule solution finale, c'est d'aller le plus bas possible dans un solver. Vraiment là, on va parler de booléen et de variables entières. Donc on n'est plus du tout, on ne parle plus de visite, on parle juste d'objets mathématiques. Et il y a des moyens de représenter quasiment tout ce qu'il y a comme modulabilité et codable pour CPSAT. C'est plus lent, sauf si le nombre de contraintes bizarres est tel que ça devient très difficile de trouver des solutions ou de les améliorer. Parce que l'efficacité de l'ingénierie, c'est dans la configuration standard, des visites, des capacités, des coûts, des durées maximum, des breaks. Mais toute le costage est très rapide. L'exploration est très rapide. On va trouver des solutions facilement. Mais il y a un moment où on a un bac au milieu, il faut que tous les camions arrivent et au bout d'une heure et demie, on peut sortir de l'autre côté de la rivière, des choses comme ça, à des horaires fixes. Et bon, peut-être que c'est très bien géré, mais on peut imaginer des réalités opérationnelles qui font que ça assez plus dur. Donc, c'est ça, on parle cette fois-ci d'un moteur d'optimisation discret qui contient tout ce qui est la programmation en nombre entier. Il n'y a pas de continu, mais il contient tout ça. Et il contient des contraintes supplémentaires, en particulier des contraintes de circuit hamiltonien, c'était le TSP de tout à l'heure, ou des contraintes de type VRP, c'est-à-dire j'ai un dépôt et j'ai un nombre de visites. Je ne vais peut-être pas toutes les faire, mais j'ai un nombre de camions, et donc je vais me dire, mais visite un sous-ensemble de tous ces nœuds et à côté, on saura tous les arcs utilisés, donc on saura le temps passé, on pourra recoder par-dessus les dimensions, donc finalement le temps et le kilométrage à chaque nœud, et tout ça va marcher. Il manquera juste cette label search très optimisée pour que ça marche. Mais ça permet de représenter des objets plus compliqués. Donc on parle de quoi? On parle de variables entières, on parle de variables booléennes, on parle d'expressions arithmétiques et des implications. Si ce booléen est vrai, alors il faut absolument que cette somme soit entre 4 et 8. Ça, c'est possible. Les contraintes principales, alors, les contraintes linéaires, les contraintes de lecture d'un tableau, des contraintes, on donne toutes les solutions possibles en extension, on donne toutes les combinaisons impossibles qu'il ne faut jamais atteindre sur une liste de variables, par exemple. C'est du scheduling. Le scheduling, l'ordonnancement, l'objet de base, c'est un intervalle. Donc, on a quelque chose qui a une dimension, qui a un début, une fin et une durée. Et une fois qu'on dit ça, on peut dire, mais ça, c'est une tâche effectuée par quelqu'un. Et je vais dire qu'une personne ne travaille que sur une seule tâche à la fois. Et que les tâches ne sont pas interrompues. Donc, il existe une contrainte qui s'appelle no overlap, qui s'appelle aussi disjonctive, il y en a plein de noms, qui dit juste, c'est une tâche à la fois et on va se débrouiller. Et donc, on utilise tous ces objets de base qui permettent de reconstruire
le routing, les cumuls, les coups à chaque nœud, les coups en fin de route, les coups au début de route, les fenêtres de temps. Et après, on va lui dire, ben, cherche, donne-moi les solutions intermédiaires et travaille. Les forces de CVSAT sont en particulier son utilisation du parallélisme. C'est-à-dire que nativement, il utilise beaucoup de processeurs. Il est plutôt optimisé pour 16, 24 plus processeurs, un cœur. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a un portefeuille de choses très diverses pour tout travailler pour améliorer la solution. Et donc, CVSAT est très doué pour trouver de bonnes solutions. On met encore une fois sur un pur problème de routing. La routine est beaucoup plus rapide parce que le research, c'est pas. Donc, comment on code un TSP, par exemple, on va dire avec un window, on a une contrainte qui dit je veux un circuit hamiltonien qui va partir d'un endroit et qui va revenir et qui va visiter tous les nœuds. Alors, on peut aussi lui dire que si un nœud a un arc qui revient sur lui-même et que cet arc est pris, ça veut dire qu'on ne le visite pas. Parce que la contrainte, ce qu'elle dit, c'est que chaque nœud a une entrée et une sortie qui est utilisée. Mais si c'est un arc qui bouge sur lui-même, ça suffit. Par contre, le reste doit être un circuit. Donc, comme ça, on aura fait une contrainte d'un marcheur qui va faire des livraisons. Et puis, par exemple, on va rajouter à chaque visite qui est faite un certain gain. Et puis, sur chaque arc qui est pris, on connaît la distance, donc un certain coût. Et on se retrouve à quelque chose qui s'appelle orienteering ou price collecting, c'est de visiter le maximum de choses, mais je ne vais pas aller chercher des choses trop loin, pas rentables, je vais balancer ce que je gagne et ce que ça me coûte de faire cette visite. Et donc, on a étendu le modèle hamiltonien, le modèle CVSAT, pour maintenant faire un autre problème de routing qui est donc la collection de prix, de cadeaux, de valeur. Donc, tout peut se modéliser, presque tout peut se modéliser directement. Même chose, on a une autre contrainte qui est liée à add routes. Donc, routes, c'est plusieurs chemins hamiltoniens, mais il y a un dépôt. Donc, de ce dépôt vont partir des routes, et toutes ces routes seront disjointes. Et pareil, comme on connaît le successeur de chaque point, mais on saura calculer le temps, l'accumulation, la distance calculée, rajouter des contraintes de break, et ainsi de suite. Tout ça se fera, mais tout se fera à la main. C'est l'idée. Il y a des exemples que vous savez. Price collecting, vous en parlez tout à l'heure. Donc, tout ça se modélise. Et des gens de routing l'utilisent parce que la complexité du modèle est telle qu'elle dépasse les bornes soit de GMPO, soit de la routine numérique, et on se retrouve finalement à être les mains dans le cambouis, à refaire les choses. Donc voilà. Et donc, on a présenté trois choses. Le plus simple, pour moi, c'est l'offre commerciale. C'est un choix, je ne rentre pas sur le débat, est-ce que vous la veut ou pas. Mais l'API est très riche, le comportement est connu sur le temps, sur comment ça marche, sur les résultats qu'on obtient. La routine librairie est très utilisée. Beaucoup de gens utilisent parce qu'ils ne veulent pas payer, parce que ce sont des académies, parce que pour d'autres raisons. Et c'est tout à fait quelque chose de valide. Ce qu'on espère, nous, c'est qu'il existe un chemin facile pour passer de l'offre gratuite à l'offre payante, parce qu'on veut du support, parce que le trafic est une contrainte tellement forte qu'on ne peut pas s'en sortir sans ça. Gérer le trafic, c'est quelque chose de très compliqué. Donc ça, c'est l'offre routing, très populaire, comme je le disais. Et quand le problème devient trop compliqué, parce qu'il y a trop de contraintes opérationnelles qui font qu'il est dur de construire une solution faisable, ben, le dernier recours, ce sera de passer par CVSAT. Ça a un coût, des gens le font,
Les trois choix seront là. Dernière chose, je vous aurai j'ai des listes de liens pour OAuth et j'ai pour OAuth en général. J'ai des listes de liens pour CPSAT et pour GPR, on tape directement dans Google et on trouve sur le site des développeurs. Mais OAuth et CPSAT aussi, on trouve directement. Une question sur CPSAT, du coup, j'ai du mal à comprendre comment vous faites avec ce coup. Du coup, il y a presque l'état, vous avez un rigoire qui enfin, vous avez calculé quoi des points, d'un score. Mais donc, globalement, si on voit le price collectif, on a quoi? On a un graphe avec des arcs et des arcs qui bouclent. Donc, un arc est pris, il y a un booléen qui devient après. Ce que fait la contrainte de TSP, le circuit hamiltonien, c'est qu'elle dit que le chemin hors arc qui boucle sur eux-mêmes visite tous les autres nœuds. Donc maintenant, l'objectif, c'est la somme de la négation de l'arc qui boucle. Donc, si je visite ce nœud, je gagne temps. Donc, si je ne prends pas la boucle sur moi-même, je gagne temps. Moins la somme des longueurs de coups d'un arc fois le fait que cet arc est pris. Donc on a juste beaucoup de booléens avec des coefficients positifs et négatifs et on veut maximiser le gain total, ce qu'on gagne moins ce qu'on perd directement. Du coup, ça marche pareil, du coup, tout ce qui est local search, heuristique, tout de suite, après, les 1, on les change entre eux. Alors, la recherche dans CVSAT a beaucoup, comme je disais, un portefeuille. Il y en a qui font de la recherche arborescente, standard. Il y en a qui vont faire de la recherche locale. Il y en a qui vont faire de la recherche dite large niveau search. On va prendre une solution partielle, on va effacer une partie une solution exacte, on va dire tout ça, je l'efface et maintenant recalcule-moi c'est quelque chose avec un bout avec le reste, la frontière qui est connue mais pas le centre. Donc il y a plein de méthodes de recherche dans CVSAT qui permettent de trouver des solutions. Mais ce ne sera pas la local search routine qui dit je prends, il y en a un petit peu, mais pas comme ça. Et je prends 2 bouts de route parce que je sais exactement que c'est des routes et des capacités et je vais les inverser et j'ai un filtre très rapide qui me dit que ça marche ou que ça ne marche pas. Justement, c'est là que la différence de performance se fait. C'est intégré du coup dans RTools, toute cette partie recherche dont on parlait avec CPSAT. Oui, ça fait partie. CPSAT fait partie de RTools. C'est un solveur dedans. Il y a aussi cette partie recherche qui est du coup, il y a aussi une documentation qui explique comment ça se passe aussi pour CPSAT. Il y a plein de vidéos en ligne où je parle, j'explique comment ça marche en interne. Voilà, c'est vraiment la fin de la recherche.